never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati de l'autre côté de la vitre. Bonjour Yann. Coucou, amis belles oreilles, bonjour Christina, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi d'être avec vous. Bien retrouvé. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Sharon. Son métier est conseillère conjugale et familiale après avoir longuement travaillé dans les VIH. Nous écouterons son parcours et son expérience. À suivre, les annonces du cœur, les infos de la semaine, pour finir avec la rubrique culturelle de Yann. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitedesfamilles.net. Vous pouvez également passer par notre compte Twitter VIH Radio, notre page Facebook Comité des Familles. Mais n'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Sharon, je suis conseillère conjugale et familiale. Voilà, actuellement je travaille dans une institution, voilà, dans le 92, dans une maison des familles qui voilà soutient les parents dans leur réflexion autour de leurs pratiques éducatives et de leur parentalité. Mais avant ça, en fait, j'ai eu voilà une activité en libéral en qualité de conseillère conjugale et familiale. Alors, comment j'en suis venue à ce métier? En fait, dans mon parcours, moi, j'ai eu l'occasion de m'investir, de m'impliquer dans la lutte contre le VIH à partir de 2008, pour être exact. Donc, à l'époque, je venais d'arriver sur Paris et j'avais découvert une association qui s'appelle Les Petits Bonheurs, où j'avais eu l'occasion, voilà, de faire des accompagnements à domicile, mais aussi à l'hôpital, pour aller à la rencontre des personnes vivant avec le VIH. La thématique du VIH n'est pas arrivée par hasard dans mon parcours, puisque voilà, je suis aussi issu d'une famille où la question du VIH s'est posée, notamment en République démocratique du Congo. Donc auprès de certains membres de ma famille. Et donc voilà, j'ai toujours eu on va dire un intérêt pour cette pathologie, où je voyais bien que au-delà de l'expérience, de la séropositivité, je voyais surtout les effets, le rejet, les discriminations aussi qui s'imposaient au public VIH. Et en fait, voilà, c'est petit à petit, je trouve une cause qui réunissait un peu toutes les réflexions qui m'intéressait à l'époque, la lutte contre le racisme, la question des droits des minorités, l'accès à la santé, au logement, voilà, les questions de droits des étrangers, etc., etc. Donc voilà, je découvre effectivement cette association Les Petits Bonheurs, et puis par la suite, voilà, je m'investis en tout cas je soutiens des associations lors de manifestations, et en fait c'est vraiment en 2014 où je travaille vraiment à Arcat, où voilà, je travaille pendant 8 ans dans cette association, et donc j'ai eu l'occasion d'accompagner dans le cadre d'activités collectives, en fait, des personnes vivant avec le VIH. Et en fait, le métier de conseillère conjugale et familiale, je le dois énormément à cette expérience, en fait, auprès des personnes vivant avec le VIH, parce que voilà, dans les animations que je pouvais proposer, dans les activités, dans les échanges formels et informels que je pouvais avoir avec les personnes,
la question de la vie relationnelle, la question de l'annonce, la question du maintien, on va dire, du lien parental avec les enfants qui sont au pays, de la construction même de l'idée de construire une famille en France. Quand les enfants sont restés au pays, enfin, on sentait que les personnes, dans leur vie affective, il y avait énormément de questionnements, même si effectivement, voilà, la charge virale était indétectable, même si, voilà, des fois même au niveau administratif, petit à petit, les choses se stabilisaient. En fait, c'était à cet endroit-là de leur expérience et de leur vie que il y avait énormément d'inquiétudes, de réflexions, de résilience aussi, de force, et je trouvais ça assez passionnant d'échanger voilà avec les personnes sur ces thématiques-là, et je me suis dit en fait j'ai envie de faire un métier, parce que moi avant ça j'ai fait des études de genre et de la socio, enfin voilà, et je me disais que j'avais pas de métier, mais je me disais que voilà, s'il y a un métier vraiment que j'aurais envie de faire, c'est un métier qui est dédié à la relation, qui est dédié à l'écoute, qui est dédié au soutien. Je pense que dans une société qui est particulièrement chahutée, où il y a beaucoup d'oppression, de discrimination, je trouve que c'est important d'offrir un sas aux personnes, un lieu d'écoute, un lieu de ressources, un lieu de soutien, où la personne peut retrouver, se réapproprier sa narration et parler à la première personne de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, loin des injonctions, loin des stigmates, quelle que soit la manière dont elle peut se définir, dans son identité, dans ses identités, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'ici et maintenant, et d'accueillir la personne de façon inconditionnelle, et je trouve que le métier de conseillère conjugale et familiale permet ça. Et du coup, vous avez fait un peu l'historique, comme le VIH vous a entre guillemets guidé ou donné l'inspiration pour ouvrir cet espace Nasema. Nasema, ça veut dire quoi? En fait, l'espace Nasema, c'est un espace voilà, que moi j'ai voulu créer, parce que Nasema en Swahili, ça veut dire s'exprimer. Et je trouve que le conseil conjugal et familial, c'est le métier de l'accueil de la parole et de l'écoute. Et en fait, je trouve que c'est important de proposer un espace bienveillant, sécurisé, voilà, en tout cas chaleureux, où la personne peut venir déposer un peu ce qui la traverse, ce qui la chamboule, ce qui la préoccupe, ce qui la questionne, que ce soit dans sa vie au sein du couple, mais aussi pour les personnes qui sont célibataires, mais aussi pour les mineurs. Voilà, et donc c'est vrai que je voulais créer un espace d'écoute, et donc Nasema a été pensé comme ça, comme un endroit où j'ai envie que les personnes libèrent une parole, voilà, posent un peu leur sac. Alors ils sont pas obligés de tout poser, hein, il n'y a pas d'enjeu à tout me raconter, à tout me confier, à tout me dire, loin de là, mais des fois il y a une situation du moment voilà, qui chamboule, qui questionne, et des fois on n'a peut-être pas l'occasion d'avoir un entourage. Voilà, un entourage amical, familial, et des fois, aller voir une professionnelle, ça peut être aussi l'occasion aussi de se donner le temps, de s'accorder du temps pour penser sa manière de relationner avec les autres. Et alors, vous l'avez déjà pas mal dit jusque-là, mais en écoutant ces dernières choses que vous dites, du coup, un espace où la parole est libérée pour des couples, pour des célibataires, des mineurs. Du coup, qu'est-ce que c'est la différence entre ce que vous faites et, par exemple, une psychologue qu'on pourrait décider d'aller voir si on a un souci de quelque type? Parce qu'en fait, les conseillers conjugal et familial, c'est un métier, je pense, plutôt nouveau. Qu'est-ce qu'il fait en conseiller? Je dirais pas que c'est un métier nouveau. Je dirais pas que c'est un métier nouveau. En fait, il faut remonter quand même déjà dans les années 60, enfin au moment où en fait la loi Neuwirth
Donc la loi qui légalise en fait la contraception va être votée et du coup le métier de conseillère conjugale et familiale qui existait déjà par ailleurs, mais va être institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier qui va accompagner les couples, notamment les femmes cis genre dans l'utilisation de la contraception. Donc c'est un métier qui a toujours existé et puis qui a évolué aussi par la suite avec la loi IVG où là en fait il va y avoir des entretiens pré et post IVG qui vont être proposés pour justement mettre des mots un peu sur cette expérience et aussi clarifier la décision de la personne. Donc ce métier a toujours eu un peu cette dimension-là, mais c'est aussi un métier où les personnes sont actrices aussi de la santé sexuelle en fait. Il y a aussi tout un travail de prévention. Les conseillères conjugales et familiales où les conseillers conjugaux et familiaux interviennent en milieu scolaire, peuvent intervenir dans des institutions, dans des centres d'hébergement, dans des PMI, enfin dans des lieux où effectivement la question de la santé sexuelle ou la question des relations va se poser. Donc c'est un métier qui est pas nouveau et à la différence du coup avec la psychologue ou le psychologue, c'est qu'en fait les méthodes d'écoute sont différentes et je pense que la temporalité est différente. C'est-à-dire qu'une conseillère conjugale et familiale, c'est vraiment une écoute de première instance quoi. C'est vraiment dans son quotidien, il y a une situation qui nous préoccupe, il y a quelque chose qui nous questionne. Et en fait, on peut aller rencontrer une conseillère conjugale et familiale sur des questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. Déjà, ça, c'est notre espace, il est très circonscrit à ça. Ensuite, l'écoute, on va plus être dans la reformulation, dans la clarification de la problématique. On va essayer de comprendre le cadre de vie de la personne parce que elle vient avec une problématique du moment. C'est-à-dire, je suis en couple et ça se passe pas bien dans mon couple et je sais pas quoi faire. Du coup, nous, on va être là pour permettre à la personne de déblayer un peu le terrain, de défraîchir un peu le nœud avec lequel elle vient et on va clarifier les choses, on va mettre un peu de l'espace, on va aider à prendre de la distance, à mettre des mots sur les émotions, etc. Et à un moment donné, effectivement, quand la personne est au clair sur ce qu'elle vit, après, la conseillère ou le conseiller conjugal et familial peut faire une orientation. Donc, soit effectivement, on sent que la personne c'est vraiment la relation et auquel cas on peut maintenir des entretiens ensemble. Si par contre on sent que ce qui explique la situation dans laquelle elle est, il y a un mal-être profond, au niveau de l'intériorité, s'il y a des traumatismes, s'il y a des traumatismes, des ruptures, enfin des choses qui pour le coup empêchent la personne même dans son quotidien d'avancer. Effectivement, là on est vraiment sur l'intériorité et on va suggérer à la personne de voir effectivement un psychologue pour peut-être faire ce travail thérapeutique. Oui. Et du coup, il y a les thématiques, j'imagine, des IST, des infections sexuellement transmissibles, du VIH notamment, qui peuvent être abordées dans votre rendez-vous. Est-ce que ça se fait? Sont des thématiques qui rentrent dans vos échanges? Et comment vous arrivez à parler de ça? Alors, je pense que les professionnels du conseil conjugal et familial sont là pour accueillir tout le monde. On est vraiment dans le non-jugement. C'est très important. On n'a pas des sujets, on peut avoir des appétences pour tel ou tel. C'est vrai que moi, par exemple, ayant travaillé dans la lutte contre le VIH, j'ai une appétence sur ces questions-là. Oui, moi j'accueille ces thématiques-là. On peut en parler, on peut en discuter. Évidemment que ça a sa place. Mais après, je fais avec ce que me dit la personne. Il y a une personne, qui peut venir avec une problématique de couple qui est concernée par le VIH, mais ça va pas être le VIH qui va être au centre de sa préoccupation. Ça va être les problèmes de communication dans son couple. Et finalement, c'est des problématiques qui concernent tous les couples ou toutes les personnes qui sont en relation. Donc, c'est aussi de voir finalement, à partir du moment où moi, j'accueille cet espace, enfin, j'accueille en tout cas la personne dans cet espace,
elle a la liberté de me parler ou pas de sa pathologie. Voilà, il y a de la place pour ça. Il n'y a pas d'enjeu ou d'injonction à m'en parler. Mais que si elle le fait, évidemment que j'accueillerai ça avec bienveillance et surtout, j'ai envie de l'écouter. Quelle narrative elle a aussi par rapport à sa séropositivité? Qu'est-ce qu'elle a envie d'en dire? Voilà, qu'est-ce qui fait que voilà ça intervient ou pas dans ses relations? Voilà. Oui, c'est pas un sujet que vous allez forcément demander. Ça dépend seulement si la Non. personne vient vers vous avec ça. Oui. Oui, moi je pense que c'est important de pas imposer, de pas imposer le sujet, de laisser la personne venir avec ce qu'elle a envie de discuter. Moi, je sais que quand j'ai notamment travaillé à Arcat, j'avais proposé une permanence en conseil conjugal et familial, par exemple, et c'était un public concerné uniquement par le VIH, et bah, c'était intéressant parce que les problématiques qui étaient amenées ne concernaient pas nécessairement le VIH. C'est ça qui était aussi très intéressant. C'est aussi, bah voilà, parler d'amour, parler de ses peurs, de ses appréhensions à se mettre en couple, parler du célibat. Voilà, le célibat aussi, bah, des personnes qui vivent avec le VIH, ce célibat qu'on s'impose parfois, euh, qu'on choisit pendant une certaine période parce qu'il faut régulariser un peu sa situation. C'est parler de ces bah voilà, ça peut être parler de ces techniques de drague, voilà, parce qu'on sait plus comment, on est un peu dépassé, on sait plus comment aborder quelqu'un, accoster quelqu'un. Enfin, voilà, c'était intéressant parce que les personnes venaient avec différentes problématiques et finalement la question du VIH n'était pas toujours là en fait. Tout à fait, mais plutôt leurs relations, leur vie amoureuse, Exactement. leur sexualité. Exactement. Ouais. Mais du VIH, ce que vous disiez au début, en fait, c'est que vous a quand même beaucoup interpellé, c'était tout ce tas de discriminations et des sujets encombrants qui allaient peser sur la personne qui vit avec l'infection. Oui, complètement, parce que comme je vous le disais, c'est vrai que l'avancée des traitements, c'est vraiment important et vraiment l'indétectabilité, enfin, le U égale U, je pense que ça a révolutionné et ça a permis aussi, ça a aussi déstabilisé des personnes, ça les a amenés aussi à se poser des questions mais c'est intéressant parce que maintenant on sait que voilà ça fonctionne, que c'est sûr, que voilà bien prendre ses traitements, on transmet pas le virus et ça donc le conseil conjugal et familial est aussi là pour redonner aussi des messages de prévention et aussi de soutien aussi, de soutenir les personnes séropositives aussi, voilà, quand elles amènent aussi des sujets autour des discriminations qu'elles peuvent vivre, bah, il y a de la place pour parler de ces discriminations aussi, euh, qu'elles soient liées à la pathologie, mais qu'elles soient liées aussi à d'autres problématiques aussi de leur vie. Et du coup, oui, c'est sûr que la question du VIH amène à comprendre aussi le cadre de vie de la personne, parfois même son cadre de survie, et de voir voilà comment elle essaye de voilà de relationner avec les autres. Est-ce qu'elle est entourée? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle a de la ressource? Est-ce qu'elle va voir les associations? Donc c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un tissu associatif, en tout cas en Île-de-France, même ce que vous proposez au niveau radiophonique, le comité des familles, c'est précieux parce que les personnes aussi elles ont aussi voilà des lieux ressources, des groupes de parole, des groupes de soutien, l'éducation thérapeutique. Et c'est aussi ça, c'est permettre aussi à la personne de dire, bah en fait, vous pouvez reconstruire un réseau de relations. En fait, vous pouvez reconstruire quelque chose. Cette pathologie, elle n'est pas que problématique. Elle vous permet aussi peut-être de repenser. Elle va vous amener peut-être à repenser aussi votre entourage, vos relations. Et c'est ça aussi qui est intéressant et vraiment,
voilà, c'est aussi l'occasion, en tout cas, lors des entretiens, de parler de tout ça. Vous m'avez fait penser à des fois, on a eu des témoignages à la radio justement où des personnes qui vivent avec les VIH qui nous ont dit littéralement, pour moi, avoir les VIH, c'était comme une renaissance parce que ça m'a permis de faire tout ce que vous disiez, de revoir ma vie, de revoir mes relations, de mettre dans ma vie seulement les personnes importantes qui soutenaient la pathologie et de construire une relation amoureuse vraiment solide avec une personne qui accepte ça. Ça m'a rappelé ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'absolument concret. Pour terminer, concrètement, du coup, une personne qui veut vous contacter, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle doit s'attendre? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous la voyez une fois, 2 fois, 10 fois? Comment ça fonctionne? Alors moi je parlerai d'un point de vue très global sur les conseillers, enfin sur les professionnels du conseil conjugal et familial. C'est important déjà de se dire que ça peut être des professionnels qui travaillent en tout cas dans des espaces du droit commun. C'est-à-dire que les conseillers conjugaux et familiaux, on peut en trouver dans une PMI, on peut en trouver à l'hôpital, on peut en trouver au planning familial. Enfin voilà, il y a des endroits où vous pouvez gratuitement trouver ces professionnels. J'insiste beaucoup là-dessus, les centres de santé sexuelle, évidemment, parce que c'est aussi des fois la différence aussi des fois avec d'autres professionnels, c'est que parfois, bah voilà, il faut payer, mais c'est vrai que voilà, il y a aujourd'hui cette possibilité d'accéder à ces professionnels gratuitement. Généralement, il suffit, de prendre rendez-vous, voilà, et souvent c'est des professionnels qui tiennent des permanences, voilà, sur un créneau et ils peuvent, voilà, vous accueillir et prendre un temps avec vous, 45 minutes, 1 heure pour discuter. Donc ça, c'est très important. Dans les centres de santé, moi j'ai travaillé à Aubervilliers, par exemple, au centre de santé d'Aubervilliers. Voilà, donc c'est déjà voir dans son département. Effectivement, et en Île-de-France, enfin dans la région Île-de-France, il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver des conseillers conjugaux et familiaux. Donc voilà. Ensuite, en termes de process, alors à quoi s'attendre? Je pense que c'est un entretien où, de toute façon, il est question de vous. Et en fait, c'est un entretien où la personne le professionnel va faire avec vous. En fait, c'est un endroit où vous venez avec le sujet de votre choix, avec la préoccupation que vous avez. Et vraiment, c'est votre temporalité qui compte. Voilà. Encore une fois, c'est un cadre bienveillant, sécurisant et surtout humanisant. Enfin, moi, c'est important aussi de ramener aussi de la personne dans son humanité. Donc, c'est un entretien vraiment, j'ai envie de dire, où vous pouvez y aller sereinement. Après, ça reste toujours une rencontre avec un professionnel et il y a des fois, on va avoir un feeling ou pas, voilà, on va le sentir ou pas. Mais il y a rien à préparer. Enfin voilà, il y a rien à venez tel que vous êtes avec ce que vous avez envie d'évoquer et ça vous engage à rien. Vous pouvez venir une fois. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de suivi ou de régularité. Comme vous pouvez aussi demander à avoir plusieurs rendez-vous. Et s'il y a un sujet qui vous préoccupe vraiment, eh ben, venez avec et vous pouvez demander plusieurs rendez-vous. Et c'est la conseillère ou le conseiller qui, avec vous, bah voilà, va travailler sur vos représentations, sur vos émotions, sur vos compétences psychosociales aussi. Voilà, parce qu'on a tous des ressources, on a des forces, on a aussi des vulnérabilités. Bah voilà, c'est un endroit où on peut vraiment se mettre aussi au travail, du coup, mais sans injonction, sans voilà. Et puis c'est un lieu sécure. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on est aussi là pour repérer les violences. Voilà. Et que toutes les violences comptent. Et que voilà, il n'y a pas la sérophobie, l'homophobie, le racisme, tout ça. C'est évidemment des discriminations qui comptent et ça altère aussi bah, des fois l'estime personnelle, les remarques, les insultes, etc. Enfin, c'est ok aussi d'en parler pendant ces entretiens. Parce que ça vient fragiliser aussi bah, une partie de votre vie qui est votre vie relationnelle, quoi.
C'est parfait, vous avez donné beaucoup d'informations à nos auditeurs, mais vous voulez vraiment pas du tout vous faire de la publicité parce que vous nous avez pas dit comment on fait pour vous contacter vous. Ah. Alors, en fait, si je fais pas de publicité, c'est que comme actuellement, pour l'instant, je suis un petit peu en pause parce que je vais partir de l'Île-de-France, en fait. D'accord. Euh, donc voilà, donc du coup, moi, je faisais des entretiens pendant très longtemps, depuis septembre 2021. Je faisais des entretiens dans le 17e. Et en fait, comme moi, je vais avoir aussi un peu un changement de vie. Le temps, voilà, de moi me réinstaller, de repenser un peu aussi, voilà, ma vie. Voilà, il y a des petits changements, voilà. Après, moi, je reste évidemment. On peut me contacter sur Instagram. Moi, je pars du principe aussi que on peut me contacter en DM, on peut venir me poser des questions, on peut me solliciter, on peut avoir un échange téléphonique sans souci. Vraiment, ça, je vous invite vraiment à le faire. Voilà. Si vous allez quand même vous installer en France, même outre-mer, nous sommes écoutés, même en Guadeloupe, du coup, voilà, en Bien. Guyane, on a une radio qui nous diffuse, du coup, voilà, les gens pourront vous contacter. Mais de toute façon, c'est sur votre Instagram Espace Nasema, on peut vous retrouver, Oui. trouver des petits conseils aussi, que vous mettez des phrases qui peuvent aider, peuvent vous soutenir, parce que nous vous avons trouvé comme ça. On a repéré votre profil Instagram, effectivement. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous et vraiment, je voulais faire un énorme big up au travail que fait le comité des familles depuis des années. Moi, j'ai eu l'occasion de les croiser, des fois d'échanger avec des professionnels et je trouve que c'est très très chouette et vraiment précieux ce que vous faites pour apporter aussi de la chaleur, du soutien aux personnes vivant avec le VIH et cette émission de radio elle est vraiment essentielle et voilà, je trouve que c'est vraiment chouette ce genre de projet. Et merci beaucoup d'y avoir participé. Merci Sharon. Look into my eyes. Would I lie to you? Oh yeah. Tú sabes que es verdad. Would I lie to you, baby? Look into my eyes, can't you see that open wide? Would I lie to you?
perder. Te digo, baby, que no hay nadie más en nuestro amor, en mi corazón, en mi corazón. Look into my eyes, down to see they open wide. Would I lie to you, babe? Would I lie to you? Oh yeah. Sabes que es verdad, no existe nadie más. Would I lie to you, baby? Y no te miento, tú tienes que creer lo que te estoy diciendo. Esto es así. Escucha mi coro para que te puedas divertir. Conmigo, con Cubanero y tú el que está aquí. Sabes, digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. No existe nadie que mande en mi vida. Yo te digo la verdad, no hay nadie más. Nadie, 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 no, no. Digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Yo te digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Sabes, digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Yo te digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Sabes, digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Yo te digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Sabes, digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Yo te digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Sabes, digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Yo te digo la verdad, no existe más, no hay nadie más. Et vous reconnaissez ce son. C'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur, c'est cette rubrique que nous avons sur notre site internet. Il faut juste s'enregistrer avec une adresse mail valable, écrire votre premier message qui sera validé par nos soins et après vous pourrez échanger de manière privée, personnelle, authentique entre vous. Personne il viendra espionner ce que vous disiez. Restez toujours bien cordial, solidaire, ouvert aux diversités et bonne chance à tout le monde. Comme d'habitude, je vais vous lire quelques derniers messages apparus sur notre site. Retraité européenne de 63 ans, indépendant financièrement avec de la maturité, calme mais dynamique, sans charge et les pieds bien sur terre, recherche une relation sérieuse avec une femme européenne autonome financièrement et une activité ou retraité sans charge, de préférence sur Bordeaux ou région Nouvelle-Aquitaine. Âge en rapport avec les miennes, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai à tous les messages reçus en accord avec mon annonce. Bonjour mademoiselle, je suis un homme du type africain, 52 ans, vit et travaille à Paris et si toi, comme moi, tu veux rompre la solitude, eh bien, fais-moi signe, on pourrait cheminer ensemble.
Bonjour mademoiselle, je suis français d'origine congolaise vivant à Paris, j'ai 34 ans et je suis à la recherche d'une relation sérieuse. Je cherche une femme avec qui on pourrait se soutenir puis avancer à deux. Et pour dernière annonce pour aujourd'hui, femme camerounaise, 43 ans, cherche une relation sérieuse avec un homme de 45 à 70 ans. Pas sérieux, s'abstenir. À bientôt. C'est tout pour les annonces du cœur de cette semaine, mais je vous donne vraiment rendez-vous sur notre site car il y en a beaucoup. Ça, c'est juste quelques petites avant-goûts. Je vous laisse à vos plumes. À très bientôt sur notre site Les Annonces du cœur. Et on continue avec deux petites infos de la semaine. Dépistage ciblé pour gagner contre le VIH. La confirmation arrive d'Espagne. Quand le dépistage est ciblé, les diagnostics augmentent. L'analyse a été conduite sur les données des 35 services d'urgence en Espagne dans lesquels avait été mis en place un système de tests ciblés. Résultat, le nombre de diagnostics du VIH a plus que triplé. Le docteur Juan González del Castillo, chef du groupe des maladies infectieuses de la Société espagnole de médecine d'urgence, dit « Le diagnostic précoce est essentiel pour éviter la propagation de l'infection par le VIH et améliorer les pronostics des patients. Mais les taux d'infection non diagnostiqués et diagnostiqués tardivement sont encore trop élevés. On estime que 20% des personnes infectées dans le monde ne savent pas qu'elles vivent avec le VIH. Et les taux de diagnostic tardifs sont proches de 50% dans le monde développé. En Espagne, ce chiffre est de 48%. Le dépistage du VIH dans les services d'urgence des hôpitaux pourrait augmenter le nombre de diagnostics et permettre de détecter plus tôt plus de cas. Les personnes se rendant aux urgences pour une infection sexuellement transmissible ou pour un syndrome mononucléosique ou le virus de l'herpès zoster ou la pneumonie communautaire, la pratique du chemsex ou encore pour une prophylaxie pré-exposition, la PrEP, ils se sont vus proposer le dépistage du VIH. Le nombre de tests de dépistage du VIH commandés aux urgences est donc passé de 7080 à 13436 et le nombre de diagnostics de VIH a plus que triplé, passant de 65 à 224. Il s'agit d'une augmentation de 220% si l'on considère les chiffres de fréquentation des urgences. Le taux de tests positifs est passé du coup de 0,92% à 1,67%. Encore le docteur Castillo continue. Nous espérons vraiment que ce programme inversera la tendance à la baisse des diagnostics de VIH en Espagne et réduira la propagation du VIH et les taux élevés des diagnostics tardifs. Les services d'urgence pourraient jouer un rôle crucial dans les diagnostics du VIH. Nous savons, grâce à la recherche antérieure, qu'une occasion manquée sur 3 de diagnostiquer le VIH se produit aux services d'urgence. Et nous savons également que pour de nombreuses personnes, leur service d'urgence est le seul point de contact avec les systèmes de santé. L'augmentation des taux de diagnostic et des diagnostics précoces n'a pas seulement d'énormes implications sur la santé des individus et la politique publique, cela sera également rentable. Ce point est donc confirmé dans une récente évaluation selon laquelle un dépistage systématique, un diagnostic précoce permettrait au système de santé de réaliser des économies potentielles de 4 400 millions d'euros en 20 ans. On reste sur le dépistage, mais on part au Québec. Les assos doivent rentrer dans la course au dépistage du VIH. Les assos du Québec demandent au gouvernement de pouvoir dépister le VIH à l'aide des tests rapides, procédure encore réservée, pensée aux professionnels de santé au Canada. Élargir cette pratique à des intervenants communautaires pourrait, selon les COC-SIDA, une coalition d'associations, contribuer à améliorer la lutte contre le VIH. À cause de la COVID, les dépistages
dépistage au Québec avait connu une baisse de 18,4%. En 2021, s'était enregistrée une légère augmentation, mais toujours au niveau d'avant la pandémie. Toutes les ressources infirmières qui étaient auparavant engagées dans les actions de dépistage à proximité, en tandem avec les intervenants communautaires, ont été retirées de cette action et mises sur la COVID, fait savoir Ken Monté, directeur général de la COCSIDA. Nous savons qu'il y a des intervenants communautaires qui sont formés et accrédités pour réaliser ces tests rapides. On a des partenaires en Ontario, en France, au Maroc et en Équateur qui le font, soutiennent les associations et soulignant que les expériences françaises et américaines sont positives. Dans l'attente de cette ouverture du gouvernement, les organisations communautaires peuvent bénéficier depuis quelques mois d'un programme fédéral qui donne accès à des trousses d'autodépistage.
I'm alone with you. Whenever I'm alone. Whenever I'm alone with you. Whenever I'm alone. Whenever I'm alone with you. Whenever I'm alone. However far away, I will always love you. However long I'll stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. I will always love you. À toi, Yann. Merci. Je viens vers vous, amis belles oreilles, pour vous parler surtout de littérature cet après-midi. J'ai rencontré un livre qui m'a beaucoup plu autour de la philosophie et qui s'appelle Socrate, président. C'est une rencontre et une discussion entre Georgia et Socrate. Georgia est partout et veut garder le pouvoir. Il est surtout seul dans son trône. Alors peut-être ça vous fait penser à quelqu'un, je ne sais pas. Socrate ne peut se réjouir car il est dangereux de flatter une bête à 100 têtes, n'est-ce pas ? Socrate propose que les politiciens, par exemple, ne soient plus payés pour retrouver une meilleure intégrité. Georgia fait beaucoup de promesses et relance toujours aussitôt une nouvelle promesse et n'en tient que très peu. Alors c'est un conte philosophique sur justement ces batailles de pouvoir et ces maladies du pouvoir que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'on peut vraiment le ramener à nos jours d'aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très très bien illustré par Yann Lebras, écrit par Yann Marchand. Vous trouvez ça, c'est un petit livre, hein, mais c'est une belle approche aussi pour discuter de philosophie au départ des ados de 12-13 ans, quoi. C'est un beau moment que j'ai passé moi avec mon gamin de 14 ans. C'est aux éditions Les Petits Platons, au prix de 14 €, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver aussi en bibliothèque, hein, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous offrir des livres, parce que tout est cher à présent. Donc pensez à la bibliothèque municipale de votre quartier et même souvent, vous pouvez leur proposer d'acheter un livre et ils le font dans les 3 semaines ou un mois qui arrivent. J'ai été bouleversé par un livre en premier et ensuite une adaptation théâtrale du livre « N'essuie jamais des larmes sans gants ». Il faut savoir que ce roman qui m'a bouleversé est d'abord un extraordinaire témoignage de vie. Nous sommes en 1982, nous sommes en Suède et Ramsus fuit son village et l'étouffant nid familial pour se jeter à corps perdu dans sa nouvelle vie à Stockholm, où brille l'espoir d'être enfin lui-même. Benjamin, lui, est déchiré entre le chemin tracé d'avance par son appartenance aux témoins de Jéhovah et son simple désir d'aimer quelqu'un qui l'aimera en retour. Alors c'est un moment très fort qui rappelle un petit peu toute l'époque du VIH à son arrivée et avec toutes les misères qu'il a pu faire. C'est Paul, une mère poule pour les gays égarés, qui nous fait rappeler un petit peu avant la naissance des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, mais en tous les cas un esprit d'entraide comme ça. Ce Paul-là qui les réunit par hasard une nuit de Noël. Ils repartiront main dans la main sans savoir que leur pas de 2, enfiévrés, les mènera au bord de l'abîme. Que l'un d'eux tombera sous la lame d'une faucheuse que personne ne connaît encore, le sida. Voilà, c'est un magistram hymne à la vie, je vous l'ai déjà dit, c'est un témoignage aussi déchirant que nécessaire pour ne pas oublier le chemin parcouru et pour continuer d'avancer ensemble. C'est aux éditions Alto. Alors, je n'ai pas dit le nom du... Voilà, c'est écrit par Jonas Gardel. Jonas Gardel aux éditions Alto. De là a été tirée une pièce de théâtre qui a effectivement du mal à se vendre parce qu'elle dure 3 heures.
Et 3 heures, je peux vous comprendre que 3 heures au théâtre sans entracte, ça peut être quelque chose d'une grande souffrance, surtout si on n'adhère pas à la pièce. Ce qui n'est pas le cas, on y est allé à plusieurs du comité des familles voir cette pièce qui se jouait la première fois à Saint-Quentin-en-Yvelines. On est retourné voir une adaptation plus courte qu'ils ont essayé de faire pour des collégiens, de manière aussi à essayer de vendre la pièce, parce que imaginez-vous bien 12 comédiens, une pièce de 3 heures. Il n'y a pas beaucoup de théâtres qui prennent un risque pareil, mais en tous les cas, c'est une adaptation de cette pièce tragique-romantique. Le spectacle s'adresse à un public de 15-16 ans, parce qu'il y a des personnes nues, et surtout une violence psychique due à la mort de toutes ces personnes découvrant le VIH. Voilà, donc ça c'était un petit peu la partie théâtrale, mais je voulais aussi vous parler, et je crois que Christina, tu vas la recevoir bientôt, notre amie militante Colette Tao. Oui, ça sera un plaisir de la recevoir avec son livre. Ça va la toucher, c'est un pur bonheur de passer du temps avec notre amie Colette, qui enfin sort son livre, à 83 ans. Je ne sais pas, Colette, si tu vas m'en vouloir de dire ton jeune âge, mais 83 ans sort son livre De la rage de guérir au bonheur de vivre. Elle sera, comme je vous l'ai dit, sur les ondes avec Christina. Et en plus, elle est en plus qu'un symbole du combat contre le VIH, SIDA. Elle a vécu en Côte d'Ivoire, elle a une vie incroyable. Et c'est beaucoup le yoga qui l'a aussi aidé à supporter beaucoup de choses. Vous dire que j'ai quand même une mauvaise nouvelle. C'est que je vous ai souvent parlé ici d'un des premiers festivals qui ouvrait la saison, c'était Festival sur les Pointes à Vitry. Donc ce sera la dernière édition cette année. Ils ne s'en sont pas remis entre les 2 années difficiles du Covid. Et donc en tous les cas, si vous voulez vraiment les soutenir pour une dernière fois et faire avec eux ce moment d'adieu, ce sera à Vitry, donc du 19 au 20 mai, du vendredi au samedi inclus, avec entre autres Elmer Footbeat, Zoufris Maracad, Sidi Chao, La Phase, voilà, donc du rap, beaucoup d'espagnol, beaucoup de danse, 18 rue des Fusillés à Vitry. Nous allons tout simplement terminer avec un morceau que j'adore. Nous terminons la rubrique avec un son brut et Dépouillé, l'album solo de Lou Reed, sorti en 1989 avec le titre Romeo and Juliet. Et vous allez voir comme moi, Lou Reed adopte un parler-chanté tout à fait exquis. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz.
Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Holland, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says, it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH d'aujourd'hui. Merci à Yann d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Merci à tous et pensez à diffuser ou à parler de cette émission qui est unique. C'est clair. Merci Yann. À très vite à tous les auditeurs. À bientôt.